Lunel Hebdo, bonsoir. Le rideau va se lever sur un comédien, jeune comédien, qui a découvert ce métier à l'âge de 15 ans et qui est parti avec sa valise se présenter dans les différentes rues de la capitale ou même d'Avignon. Et je suis avec Cyriaque Alarcos. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir Gilles. Alors, vous allez nous raconter ce parcours extraordinaire que vous avez commencé à partir de 15 ans, vous m'aviez dit, c'est ça ? 15 ans. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé avant 15 ans ? Mais avant 15 ans, moi j'ai commencé dans une petite troupe de village à partir de 8 ans, qui était dirigée par Yolande Lefebvre à Viltel, la troupe du Vidourle, du petit théâtre de Nathalie à Aubé et Viltel. Et donc là, j'ai pu faire différents rôles, Argan dans Le Malade Imaginaire, Le Dîner de Con avec François Pignon. Et Yolande, elle m'a appris beaucoup de choses du théâtre et je lui dois beaucoup. D'ailleurs, l'an dernier, quand on avait joué le spectacle à l'Espace Castel, je l'avais fait monter sur scène parce qu'elle représente beaucoup de choses pour moi. Ah oui, mais vous aviez quand même cette prédisposition. Oh, ben, on joue la comédie, ça vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. On a quand même en soi, quelque part, un peu l'envie de se donner un spectacle ou de... Non ? Ah ben c'est vrai que j'ai fait le pitre. Quand j'étais petit, j'avais déjà la couche culotte et dans la rue, voilà, je faisais des spectacles, même sur l'Espace Caladon. Hein. Mais c'est sûr qu'après, je pense que ça se travaille. Et c'est vrai qu'il faut toujours prendre des cours de théâtre, s'améliorer, aller voir des pièces et des rencontres qui forment. À 15 ans, vous partez où ? À 15 ans, je pars faire le Festival d'Avignon, dans les rues, avec ma mallette, ma cloche. Et en fait, il y avait des files de théâtre, justement, avant que les gens rentrent dans le théâtre pour aller voir le spectacle. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant un mois, je me suis arrêté devant il y avait au moins une centaine de personnes sur ces files. Je m'arrêtais, je prenais ma cloche, dring, 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 et je commençais à faire des textes de De Vos, de Cyrano de Bergerac. Et ça a plu aux gens. Et justement, à partir à 16 ans, je me suis fait repérer par un petit théâtre, le théâtre de l'Espace Alia à Avignon. Et j'ai joué cette fois-ci mon spectacle, mais dans une salle, au Festival d'Avignon. Et j'ai pu le jouer devant un public. Et c'était une version beaucoup plus longue, travaillée, la première version de ce spectacle. Vous avez 15 ans là ? Là, j'avais 15 ans, puis 16 ans. J'ai fait 2 fois le festival. Ouais. D'accord. Et cette perception du public, c'est encourageant, À votre âge, vous devez avoir du succès, parce que peu nombreux sont les comédiens qui commencent déjà aussitôt. Moi, je trouve que cette relation avec le public, elle est géniale, et elle est très formatrice. Elle est même plus formatrice parfois qu'un cours de théâtre, parce qu'on a cette relation, et puis parfois, à Avignon, à 15 ans, j'étais très stressé, donc pendant un mois, je me suis pris aussi des murs. À des moments, par exemple, j'allais prendre ma cloche, et on me disait de m'arrêter, de partir, de me taire. Donc c'est aussi formateur. Et puis à un moment ça rigole, à d'autres non. Et donc ça apprend à faire sa petite tambouille pour essayer de trouver la bonne sauce qui fonctionne avec le public. Comme vous disiez, le public est formateur. C'est vrai que quand on a un mauvais public, entre guillemets, c'est compliqué. Hein. C'est un challenge. Il faut les challenger. Si par contre ils sont réceptifs, là ça vous galvanise. Mais je pense que c'est aussi le travail de ce comédien, de mon travail de les rendre réceptifs. Et il n'y a pas de mauvais public, je pense que c'est aussi l'instant T, le moment qui se présente. Et en soi, l'énergie qui vient ou pas. Je prends plus comme ma responsabilité que la responsabilité du public. Le public, il vient pour passer un moment, pour se divertir. Oui, bien sûr. Donc là, vous aviez plus de 15 ans. On arrive petit à petit à votre majorité ? À 18 ans ? À 18 ans, j'ai quitté ma province. C'est ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, Charles Aznavour. Oui. À 18 ans, vous quittez Lunel ? Et oui, du coup, après avoir fait mes fourberies à Lunel, le 9 mars dernier, j'ai décidé de quitter Lunel pour faire des études de théâtre à Paris, au Cours Florent. Et donc là, ça y est, ça fait 7 mois que je suis au Cours Florent à Paris. J'ai joué mon spectacle pendant 2 mois. J'ai pu voir aussi la réalité et la solitude que c'est de vivre seul à 18 ans dans une petite loge de 10 mètres carrés au 18e étage. C'est quelque chose, mais c'est formateur. Et là aussi, quand je reviens à Lunel, je suis galvanisé de voir cette horizon. À 18 ans, on a besoin de suivre des cours encore ? Oui.
Moi, je pense que le travail de comédien, il commence vraiment là. À 18 ans, j'ai aussi cette réalité. Parce que vous étiez, bon, je dirais pas autodidacte, mais vous aviez fait... Si, vous aviez fait les cours Florent à Montpellier? Oui, Avant, une année, oui. c'est ça, Oui, hein. oui, oui. Et on a quand même toujours besoin d'apprendre, de se bonifier, d'avoir des conseils nouveaux. Ah bah oui, toujours. Oui, oui, oui. À un moment donné, on a confiance en soi quand même, parce qu'avec des situations qu'on a vécues formatrices, comme on disait, ça vous renforce quand même, ça vous donne un peu d'aplomb quand même. Bah, c'est vrai que ça donne de l'aplomb, mais j'ai parlé avec des comédiens qui m'ont dit que voilà, le travail de comédien, ça s'apprend toute la vie et qu'on peut même être impressionné de se découvrir de nouveaux défauts à 70 ans passés. Ouais. Et je trouve, oui, c'est pour ça que moi je viens aussi à Paris, parce que pour moi, ça commence à être un projet professionnel et plus en tant qu'amateur. Et c'est vrai que je veux vraiment avoir une ligne directrice, un travail, et je pense qu'il faut tout de suite être confronté au regard plus exigeant de certaines personnes qui ont déjà une plus grande carrière, une plus grande aussi vision professionnelle de ce métier, que parfois, à 18 ans, on n'a pas forcément dans sa tête. Parce que j'allais vous poser la question, est-ce que pour réussir, on est obligé de passer par Paris? Pour réussir, moi je vais pas dire que j'ai réussi encore. Je touche du bois, je touche la table, mais. En tout cas, vous êtes bien parti. Espérons, Oui, hein, oui. Gilles, hein. Alors, comment ça s'est passé cette entrée au cours Florent? Écoutez, c'est quelque chose, hein, les cours Florent, cette institution. Une réputation extraordinaire, les cours Florent. Oui, Bon oui, nombre oui. de comédiens célèbres y sont passés. C'est sûr, et aussi, ça montre une réalité. On est beaucoup, et dans tout ça, on doit essayer de tirer le meilleur de chacun. Alors, on se crée des groupes, des amis, et c'est vraiment intéressant. Et donc, les cours Florent, c'est à Paris, mais c'est aussi à Montpellier. Donc, à la question juste avant où tu dis, est-ce qu'il faut monter forcément à Paris? Oui et non, parce qu'on voit aussi que la région de Lunel, même de Montpellier, on voit à Vendard que les studios ont ouvert de cinéma. Donc, on voit que ça se développe. Mais je pense qu'il y a un entre-deux et qu'on peut trouver une bonne alternative. Oui, pour y être accepté quand même au cours Florent, il faut faire ses preuves. Oui, Il faut avoir un bagage. Oui, il faut avoir un bagage. Alors, comment vous avez fait? Moi, l'an dernier, j'ai passé le concours de la classe libre à 17 ans. Donc, le concours de la classe libre, c'est un gros concours, on est 2500. Mais comme j'étais trop jeune, du coup, ils m'ont proposé de venir à Paris pour continuer à me former avant de pouvoir retenter le concours et d'être dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, parce que vu l'effectif, c'est impressionnant quand même. C'est sûr, hein, mais c'est pour ça, c'est formateur, voilà. Ah oui, tout est formateur, d'accord, mais bon, il y a des déconvenus, il y a des déceptions, mais c'est formateur aussi. Oui, les déceptions, moi je trouve qu'elles sont importantes, elles sont même plus formatrices que les bonnes nouvelles parfois. Oui. Vous avez écrit votre spectacle que vous jouez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce spectacle? Alors, je vous fais le pitch comme à Avignon, comme au Festival d'Avignon. Si vous étiez un festivalier, moi j'arrivais avec ma cloche et je disais voilà, ça va raconter l'histoire d'un comédien qui 10 minutes avant le lever de rideau se retrouve dans sa loge, enfermé par le trac. Il est complètement terrifié, tétanisé. Est-ce qu'il va pouvoir remonter sur la scène? Eh bien, pendant 1 heure, qui se résume à 10 minutes dans la temporalité de ce comédien, on va vivre son trac, ses peurs, ses doutes, ses rêves. Et il va entraîner le spectateur dans une valse où se mêle comédie, tragédie, musique, théâtre et Dalida. Et est-ce que à la fin justement de cette traversée avec ce comédien, il va pouvoir remonter sur la scène? Pour cela, il faut venir le 2 mai prochain à l'espace Georges Brassens. Vous vous êtes inspiré de situations réelles? Oui. Vous avez retranscrit ce que vous avez ressenti? C'est ça? Le trac, oui, bien sûr. On a toujours cette peur, ce trac. Et moi, c'est vrai que des fois, par exemple l'an dernier, quand j'ai joué à l'opéra, on a cette peur. Et cet instant où on se dit, oh là là, c'est peut-être dramatique ce que je vais faire, je vais oublier mon texte, je vais tomber. Moi, ça me rappelle une fois, j'avais vraiment le trac. Je devais faire un changement de costume rapide, total, et j'ai la chaussure coincée, mocassin qui est resté coincé, et j'arrivais pas à l'enlever, et à côté je devais être en marin. Donc je suis arrivé en marin sur la scène avec un costume qui avait rien à voir, et j'ai dû continuer, improviser. Et c'est ces situations de trac qui sont géniales parce qu'elles sont imprévisibles et c'est une adrénaline incroyable. Je crois qu'il faut le ressentir. On ne peut pas le décrire. On ouais. le décrit, mais tant qu'on ne l'a pas ressenti réellement en situation, on ne peut pas se rendre compte. Mais je crois que tout le monde a déjà eu ce trac, hein, parce que c'est pas que c'est un trac bienveillant, enfin je veux dire positif. Oui. Je crois qu'il y a 2 formes de trac. Le trac qui vous pèse, qui vous
qui vous aplatit et le track qui justement peut donner cette énergie. Et parfois il faut trouver le juste milieu entre ces deux-là. Et moi c'est vrai que il faut trouver cette énergie-là. C'était pas Jacques Brel qui vomissait avant de rentrer sur scène? Ah mais si, je crois. Il me semble, hein. Ah mais lui, grand artiste. Hein. Mais c'est vrai que, mais voilà, c'est pour ça, ça montre que même quand on a fait une grande carrière, qu'on réussit, on a toujours le track. Hein. Ouais. Et je crois que... On a le track parce qu'on place la barre haut. On ne veut pas décevoir. Ah bah ouais. On veut donner le maximum de soi. Mais moi j'espère qu'à Lunel je vais pas décevoir. Là aussi j'ai le track qui Non, commence. parce que vous êtes déjà passé sur scène à Lunel. Bah oui, mais c'est pas toujours la même chose. L'énergie, elle doit venir. Oui. Voilà. Alors pourquoi vouloir jouer un spectacle que vous avez écrit? Alors parce que moi je pense que justement à 18 ans on doit pas attendre simplement qu'on nous donne quelque chose, parce que je pense que ce métier de comédien, il y a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent faire, même des milliers. Donc je pense que ça doit aussi venir de l'envie qu'on a envie de donner. Et si j'ai écrit ce spectacle, c'est pour nous donner, insuffler cette joie et ce rapport avec le public. Moi, je l'adore et c'est formidable. Et voilà, ce spectacle, il évolue et j'ai envie d'en faire ma seconde peau. Alors, c'était un choix délibéré, le sujet du spectacle? Le track? Oui. Ah bah oui, un choix. Quelle a été votre réflexion, votre philosophie? Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce sujet? Vous vouliez faire partager ce que vous ressentiez, parce que quand vous êtes sur scène, vous avez le track, on le voit ou on ne le voit pas, mais le public n'est pas forcément au courant. Là, vous avez voulu vraiment partager ces sensations. Ouais. C'est ça? Ah bah oui, totalement, parce que vous voyez, je pense que quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai voulu ramener une certaine condition de réel avec ce qui m'est arrivé dans ma petite vie, toute petite vie de comédien, et aussi ramener quelque chose de folklorique et de montrer et de rendre accessible aussi cet univers de loge et de comédien que parfois on n'a pas forcément cette impression qu'on n'a pas forcément. Et c'est vrai que parfois le théâtre et les comédiens sont parfois vus comme étrangers au reste du public. Et c'est vrai que j'avais envie de casser ce quatrième mur directement et de montrer que le comédien c'est un être humain et qu'en fait on est tous pareils et que tout le monde peut justement être acteur de sa vie et de ses scènes à jouer. Là vous jouiez votre propre rôle? Ah oui et non. Il y a toujours une partie de réel, une partie de vrai. Mais je pense vous avez rajouté un petit peu au sujet, je veux dire. Vous avez inventé, vous avez... oui. Ben, je pense que je suis parti quand même de ce terreau de ce que j'ai pu apprendre. J'ai mis aussi quand même mes sources, mes envies et ce que j'ai vécu. Mais j'ai rajouté ce côté théâtral et comique pour passer un bon moment et faire monter la sauce. Et alors donc, la première fois que vous étiez sur scène pour ce spectacle, vous êtes un seul en scène. Comment ça se passe? Imaginons une scène et une salle, avec je ne sais pas combien de capacité de spectateurs. Vous êtes seul, la scène de la salle Brassens, elle est relativement grande, et vous vous retrouvez au milieu, devant tous ces gens. Et là, il faut y aller. C'est ça le spectacle. Ah bah oui, ben voilà, c'est ça aussi, ça montre la réalité, c'est que en fait je suis en train de vivre vraiment ce que je raconte. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette sensation quand le rideau se lève et même que la salle est plongée dans le noir, qu'il y a l'annonce publique, mesdames, messieurs, veuillez ranger votre téléphone. On se dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi. Et en fait, c'est tellement bien parce que même si on donne beaucoup au public, le public renvoie tout, et fois 1000. Et c'est tellement beau et ça nous porte. Et le track, on l'a les 10 premières minutes. C'est ce que avant j'allais de vous monter sur poser scène. la question, c'est les plus difficiles. Ouais, en fait, le track, on l'a. Et il est terrible ce track parce qu'il vous sèche la gorge, il vous tord les tripes. Il remet tout en question. Ah ouais, vous l'avez vécu, non? Je l'ai vécu, oui. Et c'est quelque chose. C'est fort. Et c'est fort, et vous voyez. Et après, directement, on entre sur scène et je crois que 3 secondes après, je l'ai plus. Fini. C'est fini. Ouais. Même cette peur, oh là là, est-ce que j'ai bien tout mis en place? Boum, plus rien. On fait confiance à la technique, à la régie. Vous avez une équipe quand même quand vous faites votre spectacle? Ou Alors, accessoiriste, lumière, enfin... Tout seul. Vous faites tout seul? Tout seul. Et la lumière, la régie, je viens directement avec les techniciens qui sont sur place. Et donc c'est vrai qu'à Lunel, il y a une super équipe. On s'entend bien. L'an dernier, on a réussi à faire un travail qui était relativement bien, sachant qu'on n'avait que 3 heures avant. Donc je suis arrivé le matin, j'ai tout mis en place. Et le soir, je jouais. Et donc là, ça va être la même chose. On va arriver C'était complet, hein? C'était complet, oui. Il y avait 70 personnes qui n'ont pas pu prendre leur place. Mais parce que comme c'était entrée libre, on n'avait pas mis ce système de billetterie.
Même si cette année on veut le mettre, on veut toujours cette position de gratuité et d'entrée libre pour l'accessibilité pour tous. Là, on a quand même mis un lien de réservation en ligne et à la fois sur place pour permettre à tout le monde et pour pas faire de... J'ai vu que vous étiez dans la programmation culturelle Oui. de la ville. À Lunel le 2 mai, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez un personnage? Alors, peut-être que celui-ci était plus difficile parce que c'était votre personnage, c'était vous en l'occurrence. Bah oui. Alors, vous dites quoi? Vous dites je reste naturel ou j'ai une posture? Alors, le travail de ce personnage sur les fourberies, au début, je suis parti d'un personnage inventé, complètement. Dans les premières versions, c'était des textes d'auteurs, il y avait du Coltès, il y avait du Feydeau, du Molière, du De Vos. Et les fourberies, référence aux fourberies de Scapin. Et donc, j'en ai fait cette petite tambouille parce que c'est vrai que ces fourberies, ça raconte aussi l'histoire d'un comédien qui veut se cacher, qui veut cacher ses failles et veut les cacher et pas les montrer à son public. Et donc, ces fourberies, c'est aussi une vitalité et une nécessité de rentrer sur scène. Et donc, je crois que ce que j'ai voulu, quand je travaille ce personnage-là, je pars du principe qu'il faut aussi trouver une ligne directrice. Qu'est-ce qu'il peut penser, mais qu'est-ce qu'il peut aussi ne pas penser. Et je pense qu'à partir de là, j'ai commencé à trouver ce travail-là. Et ce travail du personnage, il est venu petit à petit, plus je l'ai travaillé, plus je l'ai joué à Avignon dans les rues, puis dans une salle, puis à Lunel, puis à Paris, puis maintenant. C'est un personnage qui évolue et qui évolue aussi avec l'énergie que j'ai sur le moment. Ce que je vais vous dire, on part de l'écriture et puis on interprète. Bah ouais. Est-ce que vous avez un regard extérieur pour vous dire, quelqu'un qui vous dise là, ça va pas le faire? Alors, ce regard extérieur, c'est vrai que je pense directement à mes parents. Moi, même s'ils sont pas de cet univers-là et qu'ils sont justement loin de moi sur les questions artistiques, je veux toujours leur montrer le travail final, le rendu. Et donc, j'ai des conseils. Ils disent « Ah, t'es sûr de ça, ça c'est bien, ça peut-être peaufine-le. » Parfois, quand j'écris certaines blagues, ils les comprennent pas forcément. Ou alors, ils les comprennent. Mais même, je pense qu'au-delà de ma famille, c'est surtout le public. Et plus je travaille avec le public, plus je demande alors qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous comprenez. Et je pense que le public est maître. Le public est formateur aussi, parce que je suppose qu'il y a des situations que vous proposez au public qui ne réagit pas. Le public ne réagit pas forcément à ce moment-là, mais peut-être à un autre moment où vous vous y attendiez pas. Oui. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on se nourrit des réactions aussi qu'on vit en direct. Des fois, on se dit, oh là là, pourquoi il rit pas là? Et puis après, on se dit, mais mince, il a ri là alors que c'était un moment dramatique. Mais bon, c'est tout aussi formateur et ça nous montre ce qu'il faut retravailler, ce qu'il faut revoir. Oui. Et là, votre rôle, alors là, vous le peaufinez, vous le modifiez Déjà, ce que je peux dire, c'est que par exemple, pour la version de l'an dernier, c'est plus du tout le même spectacle. On va dire qu'il y a 5% des textes qui sont restés et j'ai écrit 95%. Donc vous inviterez les spectateurs qui vous ont déjà vu à revenir vous voir. Ah, tout à fait. Parce que c'est pas le même spectacle, même si on croit. Même si on croit, c'est quelque chose de folklorique et d'encore plus fou et plus personnel. Et je pense qu'il met encore plus à l'honneur le public, mes histoires et aussi un peu les personnages que sont ma famille. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, vous me parliez d'un mentor, non? De quelqu'un qui vous suit ou qui vous encourage, ou c'est pas ça? Alors, dans ce spectacle, oui, il y a un fameux mentor. Il faut en parler peut-être. Oui. Alors, ce mentor, il est un peu figuré parce que c'est vrai que je me suis dit, voilà, on a toujours cette idée. Même moi, quand j'ai commencé ce spectacle, il y a forcément quelqu'un derrière un comédien. Et donc, moi, je parle d'un professeur de théâtre dans ma pièce. Et je pense à Yolande Lefebvre, qui a été ma professeure pendant plus de 8 ans et qui m'a appris beaucoup de choses, à Viltel. Et je lui dois énormément parce que, et donc je la mets à l'honneur aussi dans ce spectacle parce que ce professeur, je pense que c'est elle en partie. Vous lui ferez un petit coucou tout à l'heure? Ah oui. Je pense qu'elle vous regardera. J'espère. Oui. Et qu'elle sera là le 2 mai. Bien sûr. Vous m'avez dit que vous aviez donc un projet sur une autre pièce. Vous pouvez nous en parler? Alors, cette année, je joue au Théâtre de l'Europe Odéon, à Paris. C'est un beau théâtre de 800 places, donc là aussi c'est une nouvelle expérience. Et on va jouer sur 12 dates un spectacle d'Angelica Lidl, c'est une metteur en scène espagnole, pour le spectacle Voodoo 3318 Blixen, qui raconte l'histoire justement de son pacte avec le diable qu'elle aurait fait pour créer. Et là aussi, il y a cette question de la création et de l'inspiration, et quelles sont les limites de cette inspiration, et qu'est-ce que ça peut engendrer, justement, de faire ce pacte avec le diable
pour créer. Ah, bon, moi je fais pas de pacte avec le diable, mais c'est intéressant de voir son travail de metteur en scène, d'artiste, et cette vision, on va dire, européenne, puisque c'est une espagnole, que le spectacle est en espagnol, qui dure 6 heures, et voilà, c'est une épopée J'allais vous dire, théâtrale. mais c'est un défi énorme. Ah ben surtout, ouais, pour toute l'équipe. 6 heures de spectacle. Avec 2500 fleurs, 2 perroquets, un corbeau. Et le tout en espagnol. Et le tout en Et espagnol. les perroquets, ils parlent espagnol aussi? Ah ben, je vais les rencontrer bientôt, là. Ouais. On fait des italiennes. Oui, alors comment ça se prépare un spectacle de cette ampleur? Vous y travaillez dès maintenant, là? Alors oui, ça se travaille le plus tôt possible. Alors c'est déjà une création qui a été faite en 2023 par les équipes d'Angelica Lidl. Et ils ont fait une tournée à Séville, à Madrid, à Genève. Et là, ils arrivent à Paris. Et donc, moi, j'ai fait un casting en septembre dernier avec l'équipe entière, justement, qui est venue sur Paris. Et j'ai été retenu. Et donc, à partir de là, il y a ce travail qui se met en place, les plannings, c'est très précis, surtout 6 heures de Vous spectacle. n'êtes pas 6 heures en scène? Pas tout le temps, mais je suis présent sur la plupart des tableaux. Et donc, c'est aussi quand même une formation, j'ai envie de dire. Sacré défi, oui, oui. Oui, sacré défi. Et puis, moi, je suis admiratif. Et donc, Et ça j'espère que je peux. ça vous pose pas de problème de parler espagnol? Ah non. Moi, mon père est espagnol, est d'origine espagnole, de Lorca. Donc pour moi, je suis tellement content et il est tellement fier. Voilà, il connaît pas forcément ce milieu du théâtre et de voir que je vais faire une pièce en espagnol. C'est une façon de la mener justement au théâtre, ça. Ah bah oui. Parce que là, il va y aller pour écouter sa langue maternelle et puis il va découvrir aussi le spectacle. Bah c'est formidable et j'espère, et moi j'ai envie de vous dire ça, Gilles, je pense que la culture elle est accessible pour tout le monde et surtout à Lunel, ça se développe et il faut pas croire qu'il y a que à Paris et qu'il faut monter forcément à Paris pour réussir parce que je pense qu'à Lunel, la mairie donne sa chance et on peut tous créer un spectacle, créer quelque chose, créer une œuvre, que ce soit artistique, théâtrale, musicale ou même graphique et voilà. Et je pense que tout le monde a cette possibilité et à Lunel on a beaucoup de chance. Voilà. J'ai constaté effectivement qu'il y avait une dynamique artistique ces dernières années là. Ah oui. C'était impressionnant avec le nombre d'associations aussi qui se créent ou qui proposent des telles méthodes de peinture ou de sculpture, de vidéos, mais même dans le sport, et je trouve que c'est génial. Faudrait même qu'on fasse une pièce de théâtre là où il y a les terrains de foot, dans les gymnases, etc. Parce que je pense un nouveau concept. Ah ouais, le théâtre c'est vraiment pour tout le monde et je pense que j'espère que le demain, j'arriverai à le prouver. Est-ce que je dois comprendre que Lunel vous manque un petit peu? Ah oui. Ah moi à Paris dans mon palace de 12 mètres carrés. Dans quel quartier vous êtes? Moi je suis dans le quartier du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, mais je suis dans une petite loge, plus petite que le studio, encore plus petit. Mais c'est quelque chose, les toilettes sur le palier, la douche sur le palier. Donc voilà, on arrive dans un nouvel univers quand on a connu les taureaux, la jacette, la garrigue. Ça change, mais c'est sûr que moi Lunel me manque. Puis même la joie. La feria? La feria aussi, oui, les arènes de Lunel, la musique Julien Doré qu'on entend. Qui viendra d'ailleurs cet été. Ah, voilà. Et est-ce qu'on a une place quand même pour une vie personnelle quand on est à Paris, comédien? Est-ce qu'on peut concilier les deux? Je pense on peut arriver à concilier les deux. C'est sûr qu'il faut trouver. Je pense ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, avec les comédiens qui ont plus d'expérience, qui ont fait 20 ans de carrière par exemple dans le métier déjà, j'ai vu que c'est très compliqué justement à ajuster les deux. Peut-être que vous-même comédien, vous avez vu c'est quelque chose de compliqué, la diffusion. Quand on est, je dirais, auto-entrepreneur, c'est compliqué. Voilà, mais je crois que tous les métiers sont comme ça. Il faut pallier à tout, surtout la communication et tout ça. C'est des sacrifices. Les artistes n'ont pas forcément cette fibre de communication. De communication ou de commerciaux. Mais maintenant, seule ma génération, on commence à comprendre que la communication, et on a cette chance, c'est plus simplement les réseaux sociaux, les réseaux tels que la télé, ou les médias, ou la radio, ou de payer des affiches publicitaires dans le métro avec la RATP. Maintenant, on a les réseaux sociaux. C'est plus facile. On a le téléphone, et donc ça, c'est beaucoup plus simple, et c'est à notre portée, et avant de pouvoir faire la rencontre avec les journalistes. Moins onéreux. Moins onéreux aussi. Parce que c'est vrai que quand on veut exercer une activité artistique, on parle toujours de moyens. C'est dommage d'ailleurs. C'est surtout que ça soit lié à des moyens.
Ben, par exemple, moi, pour cette pièce-là, vous voyez les fourberies, les moyens, ils sont pas considérables, j'en ai même pas, mais j'arrive quand même, grâce au soutien de la ville qui m'offre cette possibilité, et en retour, je leur offre mon spectacle gratuitement, parce que je pense qu'il faut cette accessibilité à la culture. Moi, ça permet de me former, en même temps, je suis toujours dans une formation, mais à côté, je travaille ce spectacle pour pouvoir un jour le diffuser de manière professionnelle, et je l'ai déjà fait sur Paris là pendant 2 mois, ça m'a appris beaucoup de choses, et la communication, c'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas de budget. Il faut apprendre à utiliser ces outils et à le maîtriser et cette communication. Et je pense que oui, ça fait partie. Parce que dans un spectacle, il y a la production a un coût. Alors je ne sais pas si vous avez besoin beaucoup de moyens logistiques ou sur scène, d'accessoires, de décors et tout ça, mais il y a quand même un coût. Il y a bien évidemment, et c'est sûr qu'on peut voir que là, par exemple, les restrictions budgétaires dans la culture sont de plus en plus importantes, surtout dans l'Hérault, alors qu'on est par exemple le plus grand pôle de création de cinéma et de théâtre. Et je pense que quand on commence à s'attaquer à la culture, on s'attaque à un terreau de la démocratie, parce que c'est là où justement on peut s'exprimer et on peut ouvrir des idées. Et je pense qu'il faut surtout préserver cet endroit de culture pour qu'on puisse vivre en société heureux, tous ensemble. Bon, c'est utopiste ce que je dis, mais c'est vrai. Les artistes sont utopistes, bien sûr. Mais je pense que la culture, même, on la passe souvent en second plan. Pendant le Covid, il fallait voir, par exemple, il fallait un siège, une séparation, un siège, une séparation. Et je pense que ça a un coût, alors qu'il y a beaucoup d'artistes en France et qui ont beaucoup de talent. Il y a une vraie technique, un vrai savoir-faire français, et je pense qu'il faut le garder. Et c'est grâce à ce soft power, on peut le dire, de théâtre, de culture, qu'on arrive aussi à déplacer, on va dire, à faire réfléchir la société sur même ses travers, sur ses enjeux et son actualité. Et donc c'est vrai que ce coût de production, je pense à des compagnies, on le voit à Paris, les petites compagnies ont du mal. Et je pense qu'il faut, le meilleur moyen de soutenir une compagnie, c'est de venir au théâtre. Voilà. Oui. Je pense que vous arrivez à un niveau où vous étiez au festival off dans la rue, maintenant vous allez pouvoir aller au festival on. Ah le in et le off, oui, c'est sûr. Le in, oui. Oui. Et c'est sûr que j'espère avoir cette possibilité. Je l'ai déjà fait dans une salle dans le off. Et le in, c'est le grand théâtre public, le Palais des Papes. Oh, je touche du bois encore une fois. Bon, on verra bien, mais c'est sûr que moi, je pense que tous les chemins mènent à Rome. Et voilà. Vous avez une petite préférence pour le théâtre classique ? Le théâtre classique, mais moi je pense que le théâtre, moi je prends à Paris, c'est génial parce que je vais au théâtre le plus souvent possible, et comme il y a cette accessibilité qui est vraiment incroyable, j'ai pu me voir ce que j'aimais. Et je pense qu'il ne faut pas rester dans une cloison, par exemple d'aller voir que du théâtre privé ou que du théâtre public. Il faut mélanger pour pouvoir avoir un vrai regard extérieur sur les deux choses et faire son avis, et même pour son travail personnel. Et moi, j'aime bien autant que le in que le off. Tout est source d'inspiration. Ah oui. On va arriver au terme de l'émission. Donc, vous allez pouvoir vous adresser à la caméra, qui est la vôtre ici. Quel conseil vous donneriez à un jeune artiste qui voudrait trouver son chemin ? Alors, c'est déroutant. Alors... oui. Alors moi je pense que mon chemin je l'ai trouvé, j'ai eu la chance de le trouver avec le théâtre, mais je pense que tous les artistes ont il faut cultiver, il faut s'enrichir, aller au théâtre, découvrir et avoir cette vraie curiosité, et je pense que ne pas se renfermer sur soi-même et être ouvert et avoir la chance de vous rencontrer, Gilles. C'est très gentil. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. C'est ça. Hein. Alors pour terminer vraiment cette fois-ci, vous allez nous donner des rendez-vous. Toujours face caméra. Alors allez-y, c'est le moment de la promotion. Alors, à Lunel, je serai présent à partir du 2 mai à 20h30 pour mon spectacle Les Fourberies de Srillac. L'entrée est gratuite, mais cette fois-ci, il faut réserver à l'avance. Donc, vous pouvez réserver sur le site de la mairie de Lunel, ou bien vous pouvez venir directement réserver à l'espace de la billetterie, à l'espace Feuillade, à l'espace Castel, ou bien à l'espace encore de l'office de tourisme pour réserver vos places. Elles sont gratuites, mais il faut venir parce qu'elles partent vite et qu'il y a bientôt plus de place. Donc voilà, je vous conseille. Et dernière actualité, je joue à partir du 27 mars au théâtre de l'Odéon. Jusqu'au 12 avril, le spectacle Voodoo 3318 Blixen, mise en scène par Angelica Lidl. Voilà.
Cyriaque, ce fut un plaisir de vous recevoir. Et moi, on vous ça souhaite fait un une bonne plaisir. continuation et on espère vous voir sur de nombreuses scènes. Bah, merci Voilà. beaucoup. À très vite et j'espère qu'on se reverra. J'espère Oui, bien on va aussi. se revoir. Oui. Et que vous viendrez le 2 mai. Ah, ça, peut-être bien. Ah bah dites-moi oui. Oui, dites. oui. Merci beaucoup. Merci Lunel beaucoup. Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi soir. Bonne soirée.